Bonjour à tous. Salut Loïc, ça va? Ça va Patrick et toi? Ben, ça va, ça va. Écoute, Loïc, je te laisse dire deux mots pour te présenter. Oui, bonjour à tous. Bon, je pense qu'un certain nombre des personnes connectées me connaissent déjà, mais donc voilà, je suis consultant avant-vente chez 368 depuis, ça fera 5 ans cette année déjà maintenant. Donc voilà, on est là donc dans l'environnement SAP Business Object pour aider nos clients à faire toutes ces tâches d'administration, ces contrôles, ces assessments, avec donc une suite de solutions dont on pourra voir un petit peu quelques outils aujourd'hui, la suite 360. Et de façon globale, voilà, je suis dans le monde de la BI depuis quelques années maintenant et voilà, je gravite autour des technologies BI. Super, merci. Donc, ben, moi, Patrick Perrier, pareil, on fait beaucoup de webinaires avec Loïc. Je pense que pas mal d'entre vous me connaissez. Je suis maintenant le directeur des produits ici, chez 360, dans le monde du BI depuis mes débuts chez Crystal Décision en l'an 2000. Donc, ça fait un petit moment. Puis, ouais, aujourd'hui, euh, un, un petit slide pour vous donner du contenu à consulter plus tard parce que, bon, vous aurez beaucoup de liens à l'écran et on va partager tout ça. Mais on va y aller en direct avec une mise à jour de 4.2 à 4.3. Donc, j'y reviens. J'y reviendrai. Loïc, peut-être tu veux nous parler de quelques mots de notre méthode qui est quand même conçue de bon sens, mais qui est quand même bien prouvée depuis plusieurs années. Oui, tout à fait. Ce que vous avez actuellement à l'écran, c'est les 10 steps, hein, c'est les 10 étapes qu'on préconise pour voilà, réussir et éviter surtout les pièges évitables lors d'une montée de version. Donc on va pas voir tous les points aujourd'hui, hein, bien entendu, mais on va s'attarder sur les points qui font sens dans le cadre de cette migration vers 4.3. Voilà, depuis le temps qu'on gravite autour des solutions Business Object, on a pu éprouver cette méthode avec de nombreux clients et partenaires. Et clairement, ça vous fait gagner du temps, ça vous maximise, ça vous rend plus, comment dirais-je, plus sûr et plus robuste dans votre méthodologie pour parvenir à une migration sans douleur, en l'occurrence ici, donc vers 4.3. Oui, donc on a un article, on a un white paper et plusieurs blogs sur cette méthode. Tony, peut-être je ne sais pas s'il va nous mettre un petit lien à l'écran pour le consulter un peu plus tard, mais vous pouvez trouver cet article sur notre site web où on décrit vraiment chaque étape, laquelle les outils 368 peuvent aider et lesquels c'est quelque chose que vous devez faire par vous-même. Donc, ma souris. Et ma souris n'est pas. Il y avait un lien derrière la slide, donc ça marche très bien. Parfait. Comment est-ce que je reviens à ma présentation? Ça, on voit ça ici. Bon, petit truc live. En attendant, juste préciser que je vais effectivement partager le lien dans l'événement, dans le chat. Merci, Tony. C'était une façon de nous montrer qu'on est bien en live aujourd'hui, Patrick. Oui, j'ai cliqué sur ma propre slide. Donc. Bon, le scénario d'aujourd'hui, c'est quoi? Donc, je vais partir d'une 4.2 SP8. La démo que je vais faire aurait été la même si j'avais été en n'importe quelle version Service Pack de 4.2 ou de 4.1. Et puis, la destination, je vais aller vers la toute récente 4.3 SP1. Donc, je fais vraiment une mise à jour côte à côte. Ça a été discuté dans les sessions d'avant. Comment on fait des mises à jour, on peut les faire une par-dessus l'autre. J'y reviendrai dans quelques instants ou côte à côte. Et aujourd'hui, on fait vraiment du côte à côte parce que c'est ce que je préfère et c'est ce qui est probablement le scénario que la plupart d'entre vous feraient aujourd'hui. Donc, préparation. Donc, il y a beaucoup de liens que vous allez voir ici en bas à gauche. Encore une fois, vous aurez ça dans nos slides et Tony, il va partager des trucs au fil de la session d'aujourd'hui. Mais avant de commencer un projet de mise à jour, si vous venez de 4.1, 4.2 vers 4.3, informez-vous sur qu'est-ce qu'il y a de neuf, qu'est-ce qui vient dans la nouvelle version, qu'est-ce qui est disponible et peut-être pas encore disponible,
lire la PAM. Il y a quelqu'un tout à l'heure, il y a peut-être une quinzaine de minutes, qui demandait si Postgre était maintenant une base de données disponible pour la CMS, ce qui n'est pas le cas, c'est pas disponible. Donc, lire la PAM pour vous assurer que quand vous faites, quand vous allez construire le nouvel environnement ou migrer le contenu on va dire 4.2 à 4.3, il n'y a pas une version d'Oracle qui ne marche plus. Il n'y a pas peut-être, quand 4.3 est sorti en SP0, avant la SP1, il y avait quand même quelques trucs qui ne marchaient pas encore, qui sont sortis seulement en SP1 et d'autres qui vont sortir en SP2. Donc, assurez-vous que vous n'avez pas des fonctionnalités aujourd'hui qui marchent en 4.2, mais qui ne marcheraient pas en 4.3. Donc, vraiment, se tenir informé est très important. Et ensuite, se tenir informé sur ce qui est possible. Donc, si vous voulez nous écrire dans le chat quelle version de Business Objects vous avez aujourd'hui, c'est toujours intéressant pour nous. Mais si on se fie aux résultats de ce matin, la plupart d'entre vous êtes dans une 4.x, on va dire, et vous voyez qu'il y a un chemin de mise à jour, de migration différent. Donc, si vous êtes en 4.1 ou 4.2, vous pouvez aller directement en 4.3. J'y reviens à la prochaine slide. Mais si vous êtes toujours en 3.1, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on en voit une fois de temps en temps, vous ne pouvez pas aller de 3.1 à 4.3 en direct. Donc, vous allez devoir faire côte à côte un 3.1 à 4.2. Une fois que vous serez en 4.2, soit vous prenez le même serveur et vous le transformez en 4.3, ou encore une fois, un autre serveur en côte à côte pour aller en 4.3. Donc, le message ici, c'est si vous êtes 3.1 ou avant, ce n'est pas possible, il faut aller en 4.2 pour ensuite aller en 4.3. Mais, et ça, c'est moi qui n'arrête pas de cliquer sur mes trucs. C'est la preuve que j'ai plein d'hyperliens un peu partout. Ce n'était pas des blagues. OK, donc, la prochaine slide, ce qu'on fait aujourd'hui, 4.2, 4.3, comme je le disais, il y a des avantages et des inconvénients avec chaque technique ici. Donc, sur place, si vous avez votre architecture d'aujourd'hui en 4.2, vous installez 4.3 par-dessus, ça prend quand même un certain temps, et ensuite, vous testez. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de nouveaux serveurs, pas besoin de reconfigurer à 100% une nouvelle plateforme, mais il y a quand même beaucoup de travail à faire parce que c'est une nouvelle version Tomcat, il y a des nouvelles dépendances. Votre single sign-on Active Directory, il va falloir le reconfigurer. Donc, ce n'est pas parce que c'est sur place qu'il n'y a pas du tout de travail à faire. Donc, il y a quand même un certain travail. Et ensuite, vous devez tester et il faut s'attendre qu'il y aura peut-être certaines réparations à faire. Donc, si faire tout ce travail, ça vous prend un jour ou deux, c'est un jour ou deux où vous n'avez pas votre environnement de Business Objects. Donc, il y a quand même une assez longue période d'inactivité. Et pour tester, je vais juste finir avec les tests aussi, pour tester, c'est très dur de pouvoir tester le avant et le après parce que vous n'avez plus le avant. L'avant, il n'existe plus. Vous l'avez remplacé par le 4.3. Donc, il faut quand même, sur place, avantage au niveau informatique, mais beaucoup d'inconvénients au niveau disponibilité de la plateforme pour les utilisateurs et pour pouvoir vraiment bien tester. Côte à côte, ce que je vais faire aujourd'hui, les inconvénients, les avantages, c'est exactement l'inverse. Il faut appeler l'informatique, il faut des nouveaux serveurs, il faut reconfigurer, il y a quand même pas mal de travail à faire. Les avantages, c'est quoi? On peut prendre notre temps, on peut migrer le contenu qu'on veut en une étape ou en plusieurs étapes, on peut tout tester, on peut tout reconstruire. Si on fait une erreur ou on n'est pas content du résultat, l'ancien environnement est toujours là, évidemment, pour continuer à servir nos utilisateurs. Donc, il n'y a aucune période d'inactivité. Donc, je vous invite à, et encore une fois, on a écrit des blogs là-dessus, on a fait d'autres webinaires dans le passé spécifiquement sur ce sujet. Si vous n'êtes pas certain de quelle méthode vous préférez, je vous invite à consulter nos articles. OK, un autre article qu'on a écrit il y a un certain moment, c'est une checklist ultime pour vous aider à vous préparer dans vos mises à jour. Donc, pareil, allez sur notre site web. Tony, je suis sûr qu'il va afficher les liens à l'écran.
on a une liste avec, je ne sais plus, mais c'est une bonne quarantaine d'items pour vous aider à bien vous préparer. Est-ce que vous avez vraiment vos mots de passe? Est-ce que vous avez accès à tous les drivers de base de données? Avez-vous fait un décompte des utilisateurs, de la sécurité, du contenu que vous avez pour vraiment bien pouvoir recréer le nouvel environnement et savoir quoi tester. Donc, vraiment une liste assez très, très complète. Bon, c'est le temps de passer à l'action. Vous avez lu, vous vous êtes préparé, tant mieux. Comme nous, on fait côte à côte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut installer Business Objects sur le nouveau serveur. Si je dois installer mes pilotes d'Oracle ou d'autres choses, je le fais au même moment. Si vous avez Lumira, il faut mettre à jour Lumira avec les nouveaux add-ons. Donc, pour 4.3, il faut des add-ons de toute dernière version pour Lumira. Il faut préparer les authentifications tierces comme Active Directory, LDAP ou SAP. J'ai mis une grosse note ici, en gras, c'est important. Vous devez configurer l'authentification tierce, mais il ne faut pas importer les groupes et les utilisateurs. Il faut laisser l'outil de promotion de Business Objects faire ça pour vous. Donc, vous le configurez, mais vous n'importez pas les utilisateurs. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Et puis, toutes les autres choses que vous pouvez vous imaginer, les firewalls, bon, par feu. Si vous avez personnalisé quoi que ce soit dans le Tomcat, que ce soit du SSL, du SSO, augmenter la RAM, tout ça, ça doit être refait dans le nouveau Tomcat. Et puis, si vous avez personnalisé d'autres choses, de la sécurité, des pilotes, certains d'entre vous, vous allez savoir c'est quoi les fichiers PRM et SBO. Tout ça doit être fait dans la nouvelle configuration. Et d'ailleurs, ça devrait être fait si vous passez sur place aussi. Comme je le disais, sur place, ce n'est pas zéro extra travail, il y a quand même certaines choses à faire. Une fois que le nouvel environnement est créé, c'est comme si c'était un environnement neuf, comme si vous commenciez Business Objects aujourd'hui. Donc, avant d'importer le contenu, assurez-vous que tout marche, que vous arrivez à vous connecter aux différents outils, que vous arrivez à ouvrir et à rafraîchir des rapports. Donc, comme ça, vous assurez que l'architecture, la plateforme fonctionne comme vous l'avez prévu. Et jetons un petit coup d'œil. Loïc, comme c'est moi qui partage l'écran, je n'ai pas accès aux questions. Donc, si tu vois 2-3 questions sympas, n'hésitez pas à en afficher quelques-unes à l'écran maintenant. Il n'y a pas de problème. Je regarde. Donc, ça, c'est mon 4.3. 4.3, que ce n'est une installation de base. Donc, la CMC que vous reconnaissez, l'interface n'a pas changé. Je vérifie que tous mes serveurs sont là, mes serveurs ils marchent. Lui, c'est arrêté, mais c'est prévu parce que je n'ai pas de contenu analysis, donc tout va bien. Donc voilà, donc mes serveurs sont démarrés, je suis content. Je sais que ma CMC marche. Le nouveau BI Launchpad, il y a eu beaucoup de démos, je pense que vous connaissez maintenant. J'arrive à me loguer, tant mieux. Si j'utilisais du contenu, pas du contenu, mais une authentification Active Directory, je m'assure que ça marche en même temps. Est-ce que j'arrive à naviguer? Oui. Bon, j'ai rien ici, ça c'est le contenu qui est par défaut. Est-ce que j'arrive à ouvrir du Webby? Si ça marche, ça prouve que mes Webby Processing Server et d'autres choses, ça marche, tant mieux. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est de tester que mes connexions à mes bases de données marchent. Je peux le faire après aussi, ce n'est pas trop un problème. Mais donc voilà, donc je m'assure que ça marche ici. Et bon, et je ferai plusieurs autres tests, mais c'est juste pour vous montrer que j'ai une plateforme vraiment de base. Il n'y a pas eu de migration de fait ici avant. D'accord. Donc, je reviens à mes slides. Donc, la migration. Donc, maintenant que j'ai mon environnement de destination qui est prêt, c'est le temps de migrer. Quelques notes avant qu'on migre. Assurez-vous d'avoir un backup de votre base de données système et de votre file store. Et si vous ne savez pas comment faire ça, je vais vous montrer tout de suite parce que c'est vraiment très simple. Donc, il y a vraiment deux types de backup dans le monde du Business Objects, on va dire. Il y a le backup que vous devez tous avoir, j'espère, qui est celui-ci. Vous avez un backup du serveur, un backup de la base de données, puis un backup du file store. Comme ça, vous pouvez revenir à ce point dans le temps et de faire une restore complète.
Il y a aussi des backups incrémentales qui sont plutôt des backups opérationnels. Si quelqu'un demain vous appelle et dit « Ah, j'ai délité ces 5 rapports par erreur », ben, vous ne voulez pas faire une restore complète, vous voulez seulement retourner avec ces 5 rapports. Donc ça, on a une solution avec 368 pour faire ce genre de backup. Mais dans un cas de migration, faites un backup de votre plateforme. Je vais vous montrer comment on fait. Et aussi, l'autre chose, il y a des petits détails, je ne sais pas si vous le saviez. Donc, l'outil qu'on utilise de 4.2 à 4.3, ça s'appelle le Promotion Management Wizard. Donc, l'outil, le Upgrade Management Wizard qui existait en 4.2 n'existe plus en 4.3 parce que de 4.2 à 4.3, c'est une promotion, ce n'est pas une migration, alors que l'Upgrade Management Wizard, il était pour migrer de 3.1 à 4.2. Moi, j'aime bien pratiquer mes migrations une fois de temps en temps. J'ai été consultant pendant plus de 15 ans. Quand c'est une plateforme qui était énorme et que je ne connaissais peut-être pas nécessairement bien, tester la migration, c'est bien parce qu'une fois que le process commence, vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc, ça peut être très long. Ça aide bien à planifier dans le temps, à s'assurer qu'on n'a pas oublié des choses. L'autre chose aussi, on ne peut pas faire de rollback. Donc, c'est pour ça, encore une fois, j'aime bien le côte à côte. On passe de 4.2 à 4.3. J'ai fait mon backup avant. Donc, s'il y a un problème, je peux revenir de mon backup. Il n'y a pas de rollback. Je ne peux pas revenir un point en arrière. L'outil de promotion demande beaucoup de RAM. Par défaut, et je vais vous montrer, mais par défaut, cet outil ne va pas consommer plus de 10 gigas de RAM. J'ai vu des migrations qui sont très grosses, où parfois, ça prend 14-20 gigas de RAM, d'où encore une fois l'idée de tester sa migration. Personne ne veut que l'outil plante après 4 heures de promotion parce qu'il n'y a pas assez de RAM en quelque part. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour l'augmenter. Et finalement, pour améliorer les performances, encore une fois, dans des plateformes vraiment énormes, désactiver l'auditing, désactiver le monitoring, désactiver les antivirus. Donc, ce genre de choses peuvent faire une certaine différence pour aider les performances. Bon, c'est parti, allons-y. Donc, 4.3. Donc, premièrement, dans le répertoire Program Files, Business Objects, Enterprise, Win64, x64, il y a un fichier ici qui s'appelle le Promotion Management Wizard.ini. Et c'est ce fichier-là où on peut dire ici le maximum de RAM que cet outil peut prendre, qui est le 10 Go, je vous disais par défaut tout à l'heure. Donc, encore une fois, c'est un maximum. Donc, si vous n'avez pas besoin, ça n'ira pas jusqu'à 10 gigas. Mais j'ai vu des migrations où il a fallu aller ici, changer le 10 par 20 pour que ça fonctionne. Donc, c'est configurable. C'est dans la documentation, si vous vous rappelez plus du nom ici. L'autre chose, le backup. Le backup, moi, j'utilise SQL Server ici. C'est très simple. Ma système database, je vais dans mes tâches ici et je fais un backup que j'ai déjà fait. Donc, j'ai ma base de données système où j'ai fait le backup. Et comme c'est tout petit au début, ça prend 10 secondes. Et finalement, dans Business Objects, Enterprise, File Store, ça ici, c'est l'allocation par défaut. Peut-être que vous l'avez changé sur un autre répertoire, mais par défaut, vous avez le File Store. Moi, j'ai fait un petit copier-coller ici où j'ai mon backup. Donc, s'il se passe quoi que ce soit avec ma migration, c'est très simple. Tout ce que j'aurai à faire, c'est arrêter le SIA. Je ne sais pas pourquoi il prend un peu de temps à s'ouvrir, mais voilà. Donc, arrêter le SIA. Je fais un restore de ma base de données système. J'efface mon vieux répertoire. Je renomme l'ancien. Je redémarre mon SIA et je suis revenu dans mon point dans le temps et ça prend 5 minutes. Donc, très important d'avoir vos backups. OK. Donc, l'outil de promotion ou de migration, mais encore une fois, ce n'est pas un outil de mise à jour, s'appelle le Promotion Management Wizard. Donc, c'est un outil qui existe pour Windows, qui existe pour Linux aussi.
Je préfère la version Windows parce qu'il y a une interface graphique un peu plus sympa. Donc voilà. Vous allez voir, il y a un écran qui explique un peu plus tard combien d'espace temporaire vous allez avoir besoin. Mais c'est seulement ici, au tout début, que vous décidez où est cette location. Donc, si vous voyez ici, mon file store est tout petit. Qu'est-ce que ça fait? 47 mégas. Donc, 47 mégas, une toute petite base de données. Et la location temporaire, ça va dire un truc genre, je ne sais plus, 500 mégas ou 1 giga. Il y a beaucoup d'espace temporaire. Donc, assurez-vous que l'espace ici pointe vers une location où il y a assez d'espace disque. Ça peut être un répertoire local ou ailleurs. Donc là, je dois me connecter. Je me connecte à ma version 3.1. Je me connecte au CMS de façon normale. Voilà, je suis connecté. J'ai 3 options. Est-ce que je veux faire une promotion live à live? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, mes 2 environnements sont démarrés. Ils peuvent se parler entre elles, donc tant mieux. Mais s'il y avait des problèmes de firewall ou, bon, peu importe quel est le problème, je préfère une migration de live vers un fichier en mode offline, disque, et plus tard, sur l'autre environnement, importer ces fichiers vers un environnement live. Et comme je dis aujourd'hui, je vais faire de live à live. Donc, mon environnement ici, S1V, c'est ma 3.1. Voilà. Bon, j'aurais pu cliquer ici, mais peu importe. Et je suis en train de faire n'importe quoi. On va faire ma 4.2, ça va aller mieux. Donc, de ma 4.2, et je vais aller sur ma 4.3. On essaie de se connecter aux 2 environnements. Tant mieux, ça marche. Donc là, je peux faire une promotion complète. Donc, si je laisse cette option-là, ça va prendre tout ce qui est ici et ça va faire une promotion. Ou je peux y aller en mode sélectif et dire ce que je veux garder et pas enlever. Puis, je peux mettre certains filtres aussi sur le contenu et aussi, du coup, sur l'indépendance. Est-ce que je veux toutes les instances ou pas? Est-ce que je veux la sécurité ou pas? Ce genre de choses-là. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe si je fais un full ici. Et puis, je vais vous revenir avec 2-3 petites précisions. J'ai fait un full. Bon, et donc là, ça fait quelques recherches. Ça va me dire, bon, ben voilà ce que j'essaie de faire. Donc, je vais faire un petit collapse, j'aime bien. Donc, ça me dit que j'ai du Analysis pour Office, j'ai du Excel, j'ai mes Webby ici, 840, j'ai des univers, 98 utilisateurs. Bon, si vous avez bien fait votre checklist d'avant, ce sera des chiffres que vous allez ici reconnaître. Et vous voyez, 2,48 gigas d'espace temporaire, alors que j'ai 47 mégas ici. Donc, vous pouvez faire la règle de 3 si vous voulez, mais le fait est que vous allez avoir besoin de beaucoup de gigas temporaires pour la promotion. Assurez-vous de bien mettre le bon répertoire au début. Et là, je vais démarrer. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ça dit, bon, je vais partir de tel à tel environnement. Je regarde le contenu et je dois vérifier certaines dépendances. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps. Juste attendre que ça arrive à 100% avant de parler à la suite. Alors, peut-être une petite question, Patrick, par rapport Ouais, à l'écran vas-y. juste avant. Tu recommandes de faire une promotion intégrale ou de faire une promotion sélective? Eh bien, écoutez, moi, je dirais, ça dépend de votre plan de migration. J'ai fait les deux dans ma carrière, dépendamment du client. Si vous avez un environnement, on va dire petit ou moyen, peut-être que, OK, je reviens, c'est moins de travail tout migrer d'un coup. Donc, si vous avez un environnement petit ou même moyen, faites tout d'un coup. C'est du côte à côte, vous avez le temps de tester et les utilisateurs continuent de travailler avant, ce n'est pas vraiment un problème. Mais j'ai aussi fait des migrations où il y avait en plusieurs dizaines de milliers de rapports, 10 000 utilisateurs dans 40 départements différents. Et là, c'était quand même un risque
de tout migrer parce que on voulait pas, le client ne voulait pas avoir de downtime. On voulait pratiquer un peu la migration. Donc là, on a fait plusieurs go live incrémentaux. Donc là, on a migré non pas que les cristals et ensuite tous les Webby. C'était plutôt, on va migrer ces groupes et du coup, ces utilisateurs, tel et tel répertoire pour faire des go live ou plusieurs go live. Le problème, pas le problème, c'est pas un problème, ça marche très bien, mais il faut être certain que vous connaissez bien les étapes. Parce que, par exemple, si je migre tout de suite, maintenant, je migre un répertoire et la semaine prochaine, je migre les utilisateurs. Le problème, c'est que je perds la sécurité. La sécurité, ça vient avec les utilisateurs et les groupes sur le contenu. Donc, si je mets que les utilisateurs aujourd'hui et les répertoires plus tard, je n'ai pas la sécurité et vice-versa. Donc, je dois migrer en même temps. Il y a aussi le problème qu'il peut y avoir des utilisateurs qui sont peut-être dans 2 départements. Donc, aujourd'hui, vous voulez migrer la RH et il y a le même utilisateur qui fait partie, je ne sais pas moi, des ventes, on va dire. Si aujourd'hui, je fais RH et la semaine prochaine, je fais des ventes, il faut s'assurer que vous ayez pensé au fait que certains utilisateurs peuvent exister dans 2 groupes. Il y a ce contenu personnel. L'utilisateur a été live pendant 1 semaine parce qu'il était dans RH, mais il est en retard d'1 semaine parce qu'il est dans les sales. Oui, encore une fois, ça marche. Je l'ai fait souvent, mais testez vos migrations si vous décidez de faire les choses en plusieurs étapes, en plusieurs go live, pour vous assurer que vous êtes bien préparé à migrer, comme je disais, des utilisateurs qui sont dans 2 trucs différents. Assurez-vous bien de ne pas migrer des utilisateurs et des groupes, pardon, des répertoires et des groupes à des moments différents parce que sinon vous allez perdre la sécurité. Donc, oui, c'est un peu plus de travail, un peu plus de risques, mais ça marche très bien. Ouais, donc les relations et les dépendances entre les différentes ressources sont importantes. Effectivement, la sécurité vient aussi avec les accès personnalisés. C'est la première étape avant même de commencer à envisager de promouvoir des ressources. Oui, et puis je ne parle même pas du cauchemar des instances. Des instances récurrentes qui peuvent être dans un répertoire. Il faut que la plupart du temps, les utilisateurs ne veulent pas que les instances, les planifications qui tournent sur l'ancienne et la nouvelle plateforme, parce que sinon, ça l'envoie 2 emails ou ça l'envoie 2 trucs sur un répertoire, 2 notifications. Donc, le monde n'aime pas ça. Donc, généralement, ce qu'on aime bien faire, c'est de trouver un moment où on va arrêter. Il y a plusieurs façons de faire. Dans l'environnement de destination, on peut décider d'arrêter le job server, qui est le service qui fait la planification, migrer les instances, et on démarre le job server seulement quand on est prêt. Et du coup, les instances, ils continuent de tourner dans l'ancien environnement, et tout ce qu'on a à faire, c'est on arrête le job server dans le vieux, puis on démarre le job server dans le nouveau. Ça, dans certains cas, ça marche. Dans certains cas, on désactive, mais si on fait ça, si on arrête le job server, on arrête toutes les instances. Donc ça marche quand on migre tout. Quand on migre partiellement, du coup, là, il faut faire une pause sur les instances et ensuite, on les migre. Et c'est un peu compliqué de faire une pause et de réactiver des instances avant et après. Et ça, nous, on a des outils pour vous aider à faire tout ça avec une liste Excel vraiment facilement. Je veux poser tel truc, je veux activer tel truc, et du coup, vous pouvez contrôler votre migration. Donc, encore une fois, c'est beaucoup moins de travail de faire en Big Bang tout d'un coup. Mais si vous préférez séparer, testez vos étapes et aidez-vous d'outils comme les nôtres pour vous aider à faire le travail beaucoup moins d'efforts et moins de risques. OK, je continue. Donc, la migration vient de se finir. On voit ici qu'il y a 1500 objets qui ont été portés, 31 qui ont échoué, il y en a qui ont été ignorés. Ce n'est pas parce qu'il y a des erreurs et des fichiers ignorés
que ma migration elle a échoué. Tout dépend du détail. Et là, je vais aller dans le détail ici, voir ce qui s'est passé. Bon, moi, j'aime bien grouper par les résultats. Voilà, et puis là, je fais un petit collapse. Et là, on voit qu'il y a ce qui a marché, tant mieux, ce qui a été ignoré et ce qui a échoué. Donc, il y a des choses qui ont échoué ici par ce qui est absolument normal. Donc, par exemple, Lumira, je n'ai pas installé le nouveau Lumira add-on sur ce serveur. Donc, le contenu Lumira ne peut pas marcher par magie. L'add-on, il n'existe pas. Donc, tout le contenu Lumira, il a échoué. J'ai fait ça par exprès pour vous montrer le truc. Quand vous installez 4.3, ou même si vous faites une mise à jour sur place de 4.3, il faut que vous ayez sur le site SAP pour obtenir votre clé de licence 4.3. Ce n'est pas la même clé de licence que 4.2. Donc, vous ne pouvez pas juste faire un copier-coller ma clé de licence 4.2 et la mettre dans 4.3. Donc, si vous payez votre maintenance SAP, ça ne vous coûte rien en plus. C'est gratuit. C'est inclus dans le prix de la maintenance, mais vous devez aller générer votre clé de licence. Un petit indice ici, certains d'entre vous qui ont Business Objects depuis des années, vous n'aurez plus d'une clé de licence. Donc, vous allez aller dans la CMC de la 4.2, regardez toutes les clés de licence que vous avez. Peut-être que vous en avez 2, 3, 5, 10, c'est très possible. Et si vous avez 5 clés de licence, vous devez recréer les 5 clés de licence et remettre ces mêmes 5 clés de licence dans Business Objects. Et si vous ne le faites pas, vous allez avoir un message comme celui-là ici. Moi, je n'ai pas mis toutes mes clés de licence. Et là, ça me dit, ah ben comme il n'y a pas assez de licences, je n'ai pas pu réimporter tel utilisateur. Et du coup, tout ce que cet utilisateur avait dans ses dossiers personnels, tout a échoué. Et là, c'est pour ça que j'ai plein d'erreurs. D'où faites votre checklist, peut-être tester vos migrations. Bon, moi ici, ça ne me dérange pas trop, c'est un utilisateur. Encore une fois, c'est un petit truc. Mais à grande échelle, ça serait quand même assez embêtant. Bon, puis là, il y a plein de trucs qui ont été ignorés parce que c'est des trucs, comme vous voyez, qui sont managés par la plateforme, ce qui est tout à fait normal que ces choses n'aient pas été créées. Donc, tous les ignores ici, dans mon cas, pas de problème du tout. Voilà. Donc, j'ai terminé. Si je vais ici, je regarde l'heure, OK. Donc, si je retourne maintenant, on va aller dans la CMC. Ben, tout à l'heure, je n'avais pas d'utilisateur. Maintenant, j'en ai 96. Si vous vous rappelez, c'était 98 tout à l'heure. Parce que Patrick n'a pas été migré parce que je n'avais pas de licence. Je ne sais pas quel autre n'a pas été migré. C'est pour ça qu'il faut bien faire du testing avant, après, pour savoir ce qui était là avant, ce qui n'était pas. Je vois mes rapports ici, ou tous mes répertoires. Tout à l'heure, si vous vous souvenez, ils n'y étaient pas. Lumira, non, mon contenu Lumira est pas là. Si je retourne dans mon 4.2, où est ma CMC? Dans ma 4.2, j'avais Lumira ici. Vous voyez, j'avais du contenu Lumira. Ça n'a pas été migré, comme les erreurs ont démontré, parce que j'ai mal préparé. J'ai pas installé l'add-on Lumira. Le contenu a échoué. Donc, voilà, je voulais vous montrer certaines erreurs aujourd'hui pour vraiment apprécier qu'il y a une certaine préparation qui est nécessaire. Autre chose que j'ai mal préparé, donc ça va échouer. Si je vais dans mon répertoire, par exemple, je me suis fait des rapports sur Snowflake. Donc, très bien, je vais ouvrir mon rapport, mon Webby Snowflake. Donc, bon, ça va arriver, le rapport il va s'ouvrir, mais je n'arriverai pas à le rafraîchir parce que je n'ai pas recréé ma connexion au DBC pour Snowflake sur ce serveur. Donc, évidemment, je fais mes tests. Quand je fais mes tests, je vais me rendre compte de ces problèmes. Bon, je ne sais pas pourquoi le rapport ne s'ouvre pas, peu importe, mais je vais me rendre compte de ces problèmes. Mais si je peux être proactif et me rendre compte de ces problèmes avant de faire la migration, du coup, j'ai moins de problèmes et moins de délai à faire mon go live. Parce que là, si je me rends compte, j'ai oublié de recréer 5 trucs, puis j'ai pas les mots de passe, et puis ça se trouve que le pilote de telle base de données est plus supporté, là, du coup, avant de faire
j'avais dit à mes utilisateurs que je testerais pendant 2 semaines avant de faire du Go Live. Mais là, du coup, je ne peux plus m'y tenir parce qu'il faut que je fasse plein de tests ou plein de réparations avant de pouvoir revenir en arrière. Donc, on en revient à l'étape 1. La préparation, c'est vraiment une étape clé pour maîtriser votre migration et surtout rester dans les délais impartis. Ce n'est pas simplement s'assurer que voilà, l'OS est compatible, les bases de données sont compatibles, c'est l'assessment, c'est vérifier ce qu'on utilise, ce dont on a besoin, si on a du dashboard, de l'Explorer, du Lumira, de façon à s'assurer que toutes les dépendances sont aussi installées et testées avant le Go Live. Je vais ouvrir un autre truc. J'ai une authentification externe qui est SAP. Vous voyez, comme j'ai pas préconfiguré mon SAP, j'aurais dû le faire, mais comme je l'ai pas fait, ben, ce qui s'est passé, c'est que si je vais voir dans mes groupes, j'ai mon groupe SAP qui s'est importé, j'ai mon utilisateur, mais je n'arriverai jamais à l'utiliser parce que mon authentification n'est pas configurée. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de dépendances de cet utilisateur qui ne marcheront pas. Donc oui, vraiment, vraiment la préparation est importante. Bon, avant qu'on revienne au slide, et Loïc a des démos sympas pour vous, je vais quand même vous montrer si je voulais revenir en arrière. Parce que c'est vraiment, vraiment simple si je veux vraiment faire un retour en arrière complet. Comme je vous l'ai dit, on arrête le SIA. Le contenu est écrit seulement à 2 endroits, dans le file store et la base de données. Donc, j'arrête le SIA, ça va prendre, voilà, c'est fini. Je prends mon vieux répertoire file store ici, je l'efface. Bon, j'y vais vite sur mon serveur. Dans la vraie vie, peut-être vous le renommez en .old, je ne sais pas quoi. Mais j'efface mon ancien répertoire. Parfait. Je renomme mon backup en file store. Donc, je suis revenu ici comme je l'étais au début. Je vais aller dans ma base de données système où j'ai mes tables. Donc, ça, c'est mes tables que je vais virer. Voilà. Je vais aller sur mon backup. Je vais faire un restore. Donc, ça, c'est mon backup que j'ai fait juste avant. Voilà. Comme c'est vraiment tout petit, il n'y a pas de contenu, c'est super vite. Ben, mes tables sont revenues. Je redémarre mon SIA et voilà, c'est fini. Je suis revenu exactement comme j'y étais il y a 20 minutes. Il n'y a pas de problème. Bon, c'était un petit truc parce que ça marche bien. Bon, mais Loïc, donc, je me suis préparé. Non, j'ai bien lu. J'ai bien lu, je me suis préparé, j'ai exécuté et maintenant j'ai une 4.3 que je veux, ben, que j'aimerais bien faire un peu de nettoyage et tester. Comment ça marche? Oui, tout à fait. Alors, nettoyage, pour venir là. Parfait. Donc, on a effectivement au sein de la suite 360 une série de modules qui permettent de gérer donc la sauvegarde. Donc, contrairement à la sauvegarde que Patrick a mentionné au tout début, qui est plutôt une sauvegarde système, là, on est plutôt sur une sauvegarde opérationnelle. L'idée, c'est d'historiser les versions de ces contenus, de ces ressources, que ce soit des documents Webi, des univers, par exemple, pour pouvoir récupérer ces versions si le besoin était présent, et surtout dans le cas de suppression, que ce soit des suppressions voulues ou intempestives. Pourquoi? Parce que, comme le disait tout à l'heure Patrick, l'idée c'est que voilà, lorsque vous avez un élément qui est supprimé et qu'on souhaite récupérer cet élément-là, il ne faudrait pas avoir à perdre le bénéfice de toutes les modifications qui ont été apportées sur le reste du contenu juste pour récupérer ce document, à moins que ce document soit vraiment d'une nécessité absolue. Donc, cette sauvegarde opérationnelle, vous avez ici le module de la web plateforme qui permet de réaliser avec une stratégie qui peut être personnalisée. Donc, vous avez dans le menu des tâches de sauvegarde un certain nombre de tâches. Donc, moi, par exemple, ici, j'ai une tâche que j'ai créée qui sauvegarde tous les jours une partie des contenus que je souhaitais voir sauvegarder. Donc, concrètement, ce qui se passe, c'est que tous les jours, à une heure spécifique que j'ai spécifiée, le contenu est analysé. Chaque contenu qui a été modifié durant la journée va se voir créer une nouvelle version. Et cette version, donc, je pourrais y accéder très rapidement en quelques clics. Et à partir de là, je pourrais aussi très facilement
revenir à cette version ou comparer cette version par rapport à la version actuelle pour vérifier qu'est-ce qui a changé depuis ces deux versions. Donc là, juste pour que vous puissiez avoir une petite visualisation d'une tâche, donc vous choisissez la fréquence, vous choisissez le contenu à sauvegarder. Donc moi, j'ai sauvegardé une partie de mes contenus publics, le nombre de versions que vous souhaitez conserver, les options, par exemple, au niveau des instances, puisque je suis sur les dossiers publics. Bon, après, vous avez les options habituelles de notification et de déclenchage. Donc, cette tâche-là s'exécute régulièrement. Et lorsque je suis, lorsque je vais voir le répertoire que j'ai sauvegardé, qui est mon répertoire juste ici, si je rentre dans ce répertoire, je vais voir une série de documents. Et ces documents-là, je peux très facilement cliquer dessus, aller dans la partie sauvegarde et restaurer une des versions disponibles. Donc là, j'en ai qu'une pour ce document-là, mais je pourrais avoir jusqu'à 5 versions par défaut et restaurer cette version ou la comparer avec la version actuelle pour voir justement les différences, si elles se situent au niveau des variables, au niveau du rapport ou au niveau des fournisseurs de données. Donc ça, c'est pour la partie sauvegarde et restauration. Et puis après, on a effectivement la partie nettoyage. Alors là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui préfèrent nettoyer et puis sauvegarder pour ne conserver vraiment que les ressources importantes. Puis moi, je suis plutôt de la deuxième école. Je préfère tout sauvegarder et derrière faire du nettoyage. Et comme ça, si jamais j'ai besoin de récupérer des choses qui ne devaient pas normalement être conservées, mais on ne sait jamais, hein, les décisions peuvent être amenées à évoluer, on a la possibilité de le faire. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Vous avez un certain nombre d'outils, ou pas d'ailleurs, vous pouvez le faire manuellement, ce qui serait beaucoup plus long, mais essayez d'identifier sur votre plateforme les contenus alors soit à dupliquer, soit à archiver, soit à mettre à d'autres endroits. Donc nous, on a bien entendu au sein de la suite également un outil BI on BI qui permet de faciliter cette analyse, d'identifier plus facilement les contenus obsolètes, non utilisés, dupliqués par exemple. Mais vous pouvez très bien réaliser cette analyse manuellement, récupérer des identifiants des contenus à supprimer. Et à partir de là, vous pouvez aller dans le menu des tâches d'administration. Et on a une tâche parmi toutes ces tâches d'administration qui permet justement de supprimer le contenu. Voilà, supprimer par exemple. Donc, je sélectionne quand est-ce que je souhaite supprimer. Donc, je souhaite peut-être supprimer cette tâche ce soir à minuit. Donc, vous pouvez automatiser chacune des tâches, bien entendu, grâce à la partie fréquençage. Sélectionner donc la fonctionnalité qui nous intéresse, en l'occurrence ici, donc en anglais Source Object Removal. Et à partir de là, je peux sélectionner un fichier qui serait un fichier Excel dont j'ai le template ici pour connaître la structure attendue. Donc moi, j'ai déjà mon fichier préparé. Donc j'ai un fichier ici où j'ai spécifié à l'intérieur les objets que je souhaite supprimer. Donc là, j'ai les identifiants, ce sont 3 documents Webi en l'occurrence que je souhaite supprimer. Je sélectionne ce fichier, je spécifie que l'identification est basée sur les ID et non les CUID. Et à partir de là, automatiquement, cette liste sera supprimée à la date, à la date voulue. Donc, c'est des tâches qu'on peut automatiser. On peut avoir des fichiers Excel qui s'alimentent automatiquement tous les jours ou toutes les semaines ou tous les trimestres et aller récupérer sur un disque partagé cette tâche qu'on exécuterait là également aussi tous les jours, toutes les semaines ou tous les trimestres. Donc, voilà pour la partie suppression de contenu. Hein. Donc là, je l'ai fait sur le document Webi, mais ça pourrait être d'autres types de ressources, bien entendu. On va passer à la slide suivante. Revenir sur la slide. Alors, c'est juste avant, je pense qu'on a. C'est UNV-UNX. Oui, tout à fait, UNV-UNX. L'occasion peut se présenter lorsque vous passez en BI 4.3 SPA en l'occurrence ici, de faire ce repointage de connexion donc d'UNV vers UNX. Vous savez que SAP fournit un outil de conversion qui va vous permettre de convertir vos UNV en UNX. Alors pourquoi vous le feriez? Il y a énormément de raisons, multisources notamment, même si SAP a communiqué sur le fait que les UNV seront compatibles encore de nombreuses années. Je pense, et Patrick me soutiendra sur ce point, je pense que si aujourd'hui vous devez partir sur des nouvelles connexions, partez directement sur une version UNX pour les avantages que ça apporte, et puis parce que c'est tout simplement l'état de l'art aujourd'hui de ce que SAP nous fournit. Et puis pour ceux qui sont encore sur des UNV et que vous souhaitez passer vers l'UNX, vous pouvez faire tourner ce converteur qui va vous générer cette UNX. Par contre, il va falloir prendre la partie de ressourcer en fait les connexions. C'est-à-dire que voilà, vos documents Webi pointent aujourd'hui vers des UNV qu'il va falloir faire repointer vers des UNX. Donc, c'est assez facile. Hein, l'opération en soi n'est pas compliquée. Mais par contre,
au vu de la volumétrie, en termes de nombre de webis, en termes de nombre d'univers que vous pouvez avoir, ça peut être une tâche chronophage. Pas forcément compliquée en soi, mais une tâche chronophage. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est toujours grâce à l'outil et à la web plateforme 360, vous allez pouvoir vous positionner sur un répertoire, parce que vous allez pouvoir effectuer cette tâche de façon globale, répertoire par répertoire, où voilà, vous allez pouvoir décider du lot à traiter. Mais ici, par exemple, j'ai dans mon répertoire un sous-répertoire dans lequel j'ai des documents Webby qui pointent vers des sources qui sont des UNV. J'ai 3 documents à l'intérieur de celui-ci. Donc, je peux sélectionner mon répertoire, aller dans la partie documentation et documenter les fournisseurs de données de ces documents. L'outil va processer donc à cette documentation. Ça ne devrait pas être très long, quelques secondes normalement. Voilà, c'est déjà fini. Et à partir de là, je vais récupérer ce fichier Excel qui va donc documenter ces documents. Mais au-delà de documenter ces documents, va me donner les informations sur les fournisseurs de données. Ces informations, je vais pouvoir les utiliser pour identifier quels sont les rapports que je souhaite modifier, mais je vais surtout pouvoir spécifier grâce à la dernière colonne de cette documentation pour quel autre univers je souhaite faire cette modification. Donc là, en l'occurrence, j'ai un univers ici qui est en UNX et qui est celui qui est censé remplacer cet univers ici qui était sous un format UNV. Donc ce que je fais, c'est que ce fichier de documentation, je le mets à jour avec cette information. Une fois que cette information est mise à jour, je vais pouvoir revenir sur mon interface. Voilà, et passer cette fois-ci toujours sur la partie de droite, dans le panel de droite, sur la partie administration, et demander à faire un repointage détaillé de mes sources de connexion. Je vais pouvoir réutiliser mon fichier précédemment mis à jour. Donc ici, je vais pouvoir, hop, et c'est ce fichier-là. Et à partir de cette simple opération, je vais pouvoir cliquer sur le bouton Process et mes 3 documents Webby vont automatiquement être basculés vers ce nouvel univers qui est la copie conforme de l'UNV, mais vers l'UNX créé par le converteur livré par SAP. Voilà, donc l'opération est terminée. D'ailleurs, si je reviens sur cet élément et que je demande à nouveau de documenter mes fournisseurs de données, on va voir qu'effectivement, dans quelques instants, cette opération a bien fonctionné. Voilà, le fichier, il est ici. Et le résultat, donc je vais me retrouver avec les 3 mêmes documents, mais cette fois-ci, on voit bien que l'univers est bien celui que j'ai spécifié tout à l'heure. Super, Loïc. Très rapide, très facile. Donc, oui, juste pour revenir sur le commentaire de Loïc, c'est quand même une assez vieille nouvelle que les UNV, si SAP demain devait faire une 4.4 ou une version 5, il n'y aurait plus d'UNV. Donc, 4.3, la dernière version que les UNV seront supportés. Donc, c'est encore parfaitement supporté pour les 6 prochaines années. Donc, c'est pas comme s'il y a urgence, mais l'interface pour créer des UNX, donc le Information Design Tool, est quand même plus professionnel. Il y a plus d'options. Ça supporte plus de bases de données. Donc, si vous avez du Google BigQuery en SP2, SAP va supporter Google Sheets et tout ça. Tout ce qui est nouveau est que dans les UNX et pas dans les UNV. Donc, oui, moi, je vous invite, ça devrait déjà être le cas, mais quand vous commencez un nouvel univers, vous le faites en UNX. Au fil de l'eau, vous allez réduire, j'espère, le nombre d'UNV. Et puis, faites pas comme certains d'entre vous, quand c'était l'histoire des Desky. En 2026, vous allez vouloir migrer en 4.4 en version 5, si ça existe. Et puis là, vous avez encore 80 UNV. Donc, du coup, ça devient un projet en tant que tel. Non seulement vous avez besoin de migrer de version, vous avez besoin de migrer de contenu et d'univers. Donc là, ce que Loïc vient de montrer, si vous pensez, vous avez des rapports qui ont peut-être 5 univers dedans. Donc, il faudrait repointer manuellement chaque univers dans chaque rapport un par un. Avec 360, vous automatisez tout le truc et c'est une tâche qui tourne et c'est vraiment très simple. OK. Tony, on peut remettre mon écran, s'il te plaît? Merci. Donc, avec ce que Loïc vous a montré, donc avant, on a migré. Ensuite, on a fait un peu de ménage. Assurez-vous d'avoir un backup en premier.
vous avez aussi décidé de réparer certains trucs, des UNV, UNX ou peu importe quelle autre chose que vous avez réparé. Bon, maintenant, on veut continuer de tester. On a déjà testé, mais on veut tester en plus. Donc, qu'est-ce qu'on veut tester? S'assurer que le contenu qu'on avait avant, il existe après. Donc ça, vous allez le savoir en comparant votre analyse de base et maintenant. 360 ICE, pour ceux qui connaissent, mais 360, on a des outils d'extraction de métadonnées pour vraiment comparer le avant et après, donc tant mieux. Assurez-vous qu'on peut se loguer. Moi, par exemple, mon user SAP ne pourrait pas se loguer. Assurez-vous de tester au minimum un rapport de chaque type par univers. Donc, on s'assure du moins que l'univers marche, que les restrictions marchent, que la connexion base de données marche. Vérifier les performances. Donc, il y a quand même pas mal de tests. Et si je vais sur mon serveur ici, c'est pas le sujet d'aujourd'hui et on a beaucoup de contenu là-dessus. Mais encore une fois, vous allez vous en douter, 360, on a des outils pour vous aider au ménage, au backup, mais aussi à tester. Et si je regarde ici, par exemple, un test que j'ai fait dans le passé, où j'ai validé du contenu qui était SQL avant et maintenant Snowflake, mais je voulais m'assurer que mes données étaient bonnes. Ben, vous voyez, ça, c'est mon rapport avant. Donc, disons 4.2, 4.3, et ben non, mes données sont mauvaises ou mes éléments graphiques sont mauvais. Et ça, c'est une façon, encore une fois, automatisée de tester. Ici, j'ai testé 950 pages et ça me montre exactement quelle cellule a un problème de contenu ou de format. Et tout ça, ouais, par tâche planifiée avec 360. Donc, test de régression, test de données, test de formatting avec 368. Et puis, quand vous avez tout testé, vous êtes la meilleure grand-mère. Petite blague de, je ne sais plus quel film mauvais, Endgame. Voilà. Donc, c'est le temps d'en finir. Parce qu'il nous reste une minute, je pense. Une minute pour conclure, ouais. Il faut conclure. Bon, ben voilà, donc c'est la dernière slide. On vous a parlé de beaucoup d'outils aujourd'hui ou de fonctionnalités avec Loïc, d'analyse au début, backup et nettoyage, faire des tests, repointing les univers. Tout ça, c'est dans une suite d'outils qui s'appelle 368. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, écrivez-nous un petit message dans le chat où vous avez nos détails. Ça me fera plaisir de vous faire une démo gratuite, de vous donner des clés d'évaluation pour que vous puissiez tester tout ce qu'on est capable de faire. Donc, voilà. Tony, tu veux nous expliquer la suite? On voit à l'écran, c'est le petit Virtual Booth, c'est-à-dire un stand virtuel. On a essayé de rendre l'expérience le plus proche possible d'un événement réel. Donc, n'hésitez pas à visiter notre stand. Vous pourrez y voir plein de contenus qu'on a partagé tout au long de cette journée. Tous les liens, tous les livres blancs, les blogs, vous y aurez accès. Vous pouvez même chatter avec nous directement à partir de ce stand. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre, boost.368.io. On va partager le lien dans l'événement. Juste avant de passer à la prochaine session avec Synovate, donc je vais vous partager